Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde pour ce webinaire Tableau Snowflake, les bonnes pratiques. On va vous donner toutes les bonnes pratiques pour combiner les forces et la puissance des deux technologies réunies. Donc moi, je suis Julie Achat pour Activision et je suis ravie d'animer ce live aujourd'hui avec mon collègue de chez Activision Grand Est, Rado Slavicev, consultant BI et team leader de nos compétences Snowflake. Bonjour à toi, Rado. Merci Julien pour l'intro. Oui. Je me présente rapidement, effectivement, Radoslav Ilchev. Je travaille depuis quelques années chez Actinvision, passionné par la data et la visualisation de stockage. Et effectivement, je suis tech leader sur la solution Snowflake. Merci à toi, Rado, pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, j'enchaîne avec un petit rappel de l'agenda. On va démarrer par une introduction, la présentation des bonnes pratiques. On poursuivra avec une démonstration justement de ces bonnes pratiques d'un point de vue plus opérationnel. On finira par une conclusion et une petite session de questions-réponses. Je rappelle également des petites règles pratiques. C'est un live Teams, donc vous pouvez totalement interagir avec nous. On vous encourage d'ailleurs à mettre des petits messages. On aura l'écran sous les yeux, donc on pourra facilement répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et je vois qu'Yvan a montré et Thomas ont montré le chemin. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Pour vous présenter quand même un petit rappel d'Actinvision. Donc Actinvision, depuis bientôt 10 ans, nous avons construit une forte expertise sur toute la chaîne de valeur de la data, de l'intégration au stockage, à la restitution, jusqu'à la création de communautés. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir pu accompagner un certain nombre de nombreux clients dans la réussite de leurs projets data. Cette expertise se traduit aussi bien par nos champs de compétences, mais aussi par la construction de partenariats technologiques forts avec les solutions leaders du marché, dont les technologies dont on va vous présenter aujourd'hui, que sont Snowflake et Tableau. Et nous avons à cœur surtout de continuer à améliorer nos compétences et à toujours voilà, à garder un œil sur le marché. Euh, et donc, on a à cœur de continuer à développer toute notre expertise, aussi bien sur des sujets de conseil, de mise en place de l'architecture, comme de développement. Pour rapidement présenter quand même Actinvision Group, aujourd'hui, c'est deux entités principales. Donc, Actinvision qui vous accompagne sur toute la partie projet, vraiment la partie conseil sur toute la chaîne de valeur de la data. Et on a Actinway qui est notre académie de la data et qui vous accompagne vraiment sur toute la partie montée en compétences, car notre objectif, c'est de vous permettre de pouvoir utiliser toutes les technologies. Et enfin, vous pouvez naturellement nous retrouver dans 3 agences aujourd'hui en France, donc Strasbourg, Paris et Lyon. Et si tu nous présentais également, Julien, peut-être un tout petit peu les technologies sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. Et bien, avec plaisir, Rado. Donc, la première technologie sur laquelle on va parler aujourd'hui, on va échanger, c'est Tableau, naturellement, donc outil de data vis par excellence, qui a pour vocation, du coup, de permettre à vos utilisateurs de comprendre facilement les données au travers de visuels percutants et dynamiques qui sont mis à disposition dans des dashboards, des tableaux de bord simples d'utilisation et accessibles, du coup, à toutes les populations de votre organisation. Et je peux poursuivre avec la technologie Snowflake. Et il faut dire et être très honnête, c'est difficile d'être passé à côté de la révolution cloud de ces dernières années en matière de base de données, donc Snowflake. Donc Snowflake est né du postulat qui n'existait pas, selon les deux fondateurs Benoît et Thierry, d'architecture supportant les problématiques de performance et d'élasticité dans le cloud. Donc ils ont décidé de créer une data plateforme complète de façon à changer la manière dont les datas sont stockées dans le cloud. Cette architecture se veut 100% cloud, permettant de répondre à toutes les problématiques de scalabilité et de concurrence et, euh, et du coup de permettre tous les usages data pour tous les types de populations dans une organisation. Voilà Super, pour moi des joliment petites présenté. présentations. Merci Radoslav. Et du coup, moi, je te passe la main pour, sans plus tarder, nous présenter toutes les bonnes pratiques parce qu'on a hâte d'avoir tes petits secrets. Super, je te remercie Julien, excellente présentation, jusque-là. J'espère être en capacité de faire tout aussi bien par la suite. Donc, à savoir effectivement juste un tout petit peu de l'agenda, je vais présenter quelques bonnes pratiques, le global général sur, la mise en place de solutions de visualisation en lien avec des bases de données. Plus concrètement, un tout petit peu en focus
appliquer, Tableau Snowflake, pour, enchaîner avec une démonstration un tout petit peu de quelques, bonnes pratiques, mises en place de ces bonnes pratiques. Donc petit disclaimer aussi, tu disais toutes les bonnes pratiques, mais c'est peut-être un sujet quand même qui est assez vaste, donc du coup je ne suis pas, certain qu'on arrivera à effectivement tout couvrir, mais en tout cas donner quelques idées, donner la synthèse et quelques idées. On pourra échanger à la fin, donc si vous voulez aller plus loin, comment on peut vous accompagner, sur ces sujets-là également. Sans trop tarder, donc du coup j'enchaîne avec la présentation de ces, hem, bonnes pratiques un tout petit peu générales déjà. Hem, Quelque chose d'extrêmement simple. Déjà, c'est, de garder, de faire des visualisations et rester simple et concis. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, faire des choses graphiques, jolies, organiser, plutôt, en fait, une histoire et un parcours d'explication de la donnée en drill down plutôt que d'essayer de tout afficher, mettre, tous les fils possibles imaginables et être en capacité de si on essaye de faire un fourre-tout, en général, ça ne marche pas bien, de manière performante surtout. Notre focus aujourd'hui, ça va être principalement la performance. Donc première re bonne pratique, c'est rester simple, rester concis et clair. 2e, bonne pratique, générale encore une fois, c'est de faire le maximum pour faire en sorte de lire le minimum, de données, enfin d'éliminer le maximum de données qui ne sont pas utiles dans notre visualisation. J'insiste sur le fait J'insiste sur l'aspect données lues parce que c'est pas forcément les données, donc on peut très bien avoir des données, plus larges dans les bases de données, plus de profondeur, plus de détails, mais si on travaille bien, on peut faire en sorte de ne pas forcément lire l'intégralité de ces données-là. Si on s'y prend, un tout petit peu intelligemment quand on construit en fait nos sources et puis, hem nos visualisations dans les outils de visualisation. Pour donner quelques exemples, en fait, filtrer les données au plus tôt, donc c'est quelque chose qui est, extrêmement, simple à comprendre. Donc du plus on a réussi à filtrer les données, mieux donc le volume de données qu'on va exploiter, va être réduit et donc du coup, la perf qui suit derrière. Sans forcément filtrer, les données, on a la capacité d'utiliser en fait des fonctionnalités natives de la solution, de Snowflake concrètement pour le coup, de clusterisation, par exemple qui permettront selon les clauses de where, selon les clauses de filtrage, d'éliminer, de lire que la donnée qui est pertinente pour ce qu'on est en train de faire. Le Search Optimization Option, c'est également une fonctionnalité qui permettrait de minimiser les données lues et d'utiliser uniquement les données qui sont pertinentes pour notre analyse. Pour aller plus loin, ce qui serait intéressant effectivement de faire également, c'est de réaliser des sources spécifiques ou des sources, pré-travaillées, des sources agrégées pour, vraiment avoir dans nos données que la donnée qui est utile et nécessaire pour notre analyse. Donc, je vais donner un exemple tout à l'heure, comment on peut, pré-agréger un certain nombre de choses et exploiter, donc les forces des outils pour aller plus vite en réalisant nos calculs. Également, donc éliminer en fait toute donnée qui n'est pas utile, donc déjà pour ne pas pas la mettre dans la source, éliminer les jointures, mais potentiellement pré-calculer aussi des jointures, ça peut être des actions intéressantes à faire, pour, avoir une source, performante. Une autre bonne pratique, encore une fois au global, c'est tout simplement d'essayer de faire en sorte de limiter les requêtes qu'on envoie à la base. Donc je mentionne quelques façons de faire. Donc typiquement la mutualisation des requêtes. Je vais montrer un exemple dans Tableau. Tableau est globalement, très intelligent dans sa façon de formuler des requêtes vers la base de données. Je vais vous montrer un exemple dans lequel si on se débrouille bien, si on travaille bien au niveau de notre filtre de données, on peut minimiser le nombre de requêtes qui sont envoyées à la base. Également, quand on construit des filtres avec les listes de valeurs, en mettant le bouton appliquer par exemple, ça peut être, on peut extrêmement limiter les petites requêtes qui partent, de manière, répétitive en fait à la base. Hem
éviter en fait également les filtres qui sont, de valeur pertinente uniquement parce que ça régénère tout un tas de nombre de requêtes. Plus on a de filtres dans notre visualisation, plus on va envoyer des requêtes pour rafraîchir les listes de valeurs. Hem, Travailler avec des listes de valeurs, personnalisées, ça peut être une excellente approche également si on a des petites listes faciles à maintenir. Plutôt que de les faire en requête, dynamique systématiquement à chaque fois, on peut très bien les personnaliser et ne pas générer les requêtes en conséquence. Une autre bonne pratique à garder en tête en général et à éviter de manière, globale, il y a, 2 fonctionnalités qui sont très pratiques dans la vie du quotidien pour maqueter, pour développer, pour aller vite. C'est la création, donc l'utilisation de SQL personnalisé, où on a récupéré un bout de requête qui fonctionne bien dans un autre périmètre, on l'utilise directement. Donc les requêtes personnalisées, mais également les vues qu'on pourrait créer dans les bases de données. On a cette problématique-là, c'est que si on génère une vue trop complexe avec beaucoup de jointures, peut-être avec des agrégations, peut-être avec des traitements, des cases de partout, hem, ces requêtes-là, en fait, devient si on est sur une connexion live, hein, globalement, tout ce que je dis là, c'est principalement objet sur, c'est, dirigé vers une connexion live vers hem, la database. S Que ce soit les requêtes personnalisées, que ce soit les vues dans la base, globalement, ça devient des blocs de SQL indivisibles et difficilement optimisables. Donc c'est à éviter, donc plutôt essayer de travailler avec des choses granulaires, déléguer à la base, et à la construction de la source dans Tableau à exécuter les requêtes au bon endroit en piochant les données nécessaires et éliminer cette complexité donc du coup, ouais, d dans les requêtes personnalisées ou dans les vues. Donc là, Là, Rado, je tu nous as présenté vraiment des bonnes pratiques généralistes, mais du coup, de manière plus concrète appliquée à Tableau et Snowflake. c'est justement, c'est sur cette slide-là où je vais, refocus un tout petit peu plus de manière pratico-pratique sur, des fonctionnalités propres en fait à Tableau ou Snowflake et comment ça fonctionne ensemble. Première bonne pratique, je vais détailler tout de suite un tout petit peu derrière. Première bonne pratique, c'est il y a, une petite case à cocher qui s'appelle donc, intégralité référentielle supposée ou assume referential integrity en anglais. Et c'est une toute petite case à cocher au niveau de la source de données quand on travaille en jointure qui, qui nous permet de réduire énormément les jointures et puis le temps nécessaire pour produire les requêtes. Je vais vous montrer un exemple par rapport à ça, tout à l'heure rapidement. 2e chose, c'est globalement une deuxième bonne pratique, c'est la deuxième et la troisième vont converger vers ça, c'est de travailler sur des sources de données qui sont spécifiques, qui sont adaptées à votre besoin, de visualisation, à votre besoin métier. Donc, travailler sur un modèle dénormalisé de données, ça va dans ce sens-là. Un modèle dénormalisé, c'est quoi? C'est tout simplement, on précalcule les jointures, on construit un dataset qui intègre l'ensemble des propriétés des tables différentes. Vous allez voir, ça peut être très, intéressant en termes de performance. Heu, Autre chose à bénéficier ça fait à peu près 2 ans où Tableau a proposé en fait en construction du modèle avec des relations, plutôt qu'avec des jointures. On travaillait plutôt en relation. Ça permet de plus facilement générer des granularités disparates, dans nos sources de données. Donc je vous encourage fortement d'utiliser des relations. Je vais vous montrer aussi un petit exemple, par rapport à ça. Les relations nous permettent également de gérer, un cas très intéressant, c'est-à-dire d'éliminer potentiellement des calculs lourds comme les LOD, de préagréger des choses en amont dans la base et de construire en fait une logique en relation pour être, beaucoup plus performant. 4e bonne pratique, c'est de ne surtout pas hésiter à bénéficier en fait des fonctionnalités natives dans Snowflake, notamment j'en parlais de la clusterisation. Clusterisation pourrait vraiment, sur des tables volumineuses, apporter beaucoup de performance.
Je citais également Search Optimization Option, tous les niveaux de cache, en fait, qui sont natifs, il y a même rien à faire, hein, j'en parlerai un tout petit peu à la fin, mais donc bénéficier également de toutes les fonctionnalités de cache des 2 solutions finalement, c'est très intéressant aussi. Le cinquième bonne pratique, c'est, d'être en capacité et d'exploiter cette fonctionnalité qui est proposée dans Tableau. Donc il y a une palette de fonctions qui s'appelle du Raw SQL, qui permettent en fait de faire du push-down, de déléguer l'exécution du calcul, pas au niveau de Tableau, mais de le pusher vers la base de données. Donc et Snowflake le supporte très bien. Tableau permet de déléguer ça à Snowflake. Donc je vais essayer de vous montrer un petit exemple dans les slides, tout à l'heure. Donc c'est intéressant d'exploiter cette capacité de délégation vers la base. Dernière petite, bonne pratique, travailler vraiment sur la limitation du nombre de requêtes, sur la limitation des données, donc une vigilance particulière au niveau des filtres pour faire en sorte que, les filtres ne génèrent pas des requêtes inutiles et les mutualisations des requêtes dont on va parler tout à l'heure également. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail, tout simplement pour vous montrer où est-ce qu'on trouve la fameuse case, magique d'intégralité référentielle. Donc on peut l'accéder par 2 moyens, soit sur l'onglet data, soit sur la source directement. On a la petite case, qu'on voit là. Et sur un cas pratique, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter? Très clairement, si on observe cette source de données qu'on va manipuler tout à l'heure, elle est en jointure, elle est construite en jointure. Si je ne coche pas la case, le moteur va, garantir donc éventuellement une, intégrité référentielle qui manquerait dans certaines jointures, va s'assurer de construire un ensemble cohérent et va du coup faire les jointures sur toutes les tables. Ce qu'on voit dans la première requête qui pour le coup dure, 6 secondes 3, parce qu'on a l'intégralité des tables qui sont joints, une requête un tout petit peu lourde et donc du coup ça me donne un peu plus de 6 secondes en termes d'exécution. On active la petite option, donc la requête se transforme complètement. Il n'y a plus que les 2 tables, qui sont nécessaires pour produire la vue, qui sont jointes et donc du coup on passe à, 2 secondes 5. Donc là, on est à peu près à 60 de gain en termes de performance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant si, l'intégralité référentielle de votre modèle est respectée et si votre modèle est cohérent. N'hésitez pas à utiliser cette petite, option, si vous travaillez encore en jointure, à ne d'utiliser cette petite option, ça peut être très bénéfique. La Je reviens aussi également sur le modèle dénormalisé. Le modèle dénormalisé qui vraiment si on arrive à produire, donc il y a quelques inconvénients donc de ce modèle-là, c'est qu'il faut produire le travail supplémentaire dans la construction des data marts, au-delà du data warehouse dans lequel souvent on va travailler sur des modèles en étoile, de faire ce pas de plus pour travailler vraiment sur des sources, dénormalisées avec qu'avec les données nécessaires, bien optimisées, donc clusterisation, search optimization, là vraiment d'aller sur du modèle, pour produire des tables dans Snowflake qui sont adaptées à notre usage. Ce travail-là, donc il faut le faire, il est un peu conséquent. Ces tables dénormalisées, il faut les maintenir, donc du coup, il y a pas que des avantages, il y a un effort, complémentaire à, mmh, à fournir en travail en amont, mais, en termes de performance, ça peut être très bénéfique. Parce qu'on va précalculer, éliminer les jointures qui donc du coup le Snowflake calcule enfin, joint les tables très bien, mais c'est un calcul qui est quand même nécessaire. Si on peut le précalculer, l'éliminer en amont, c'est encore mieux. Et on bénéficie pleinement en fait de stockage, en colonne native qui est très fort, pour l'agrégation rapide des données et pour, facilement, rapidement rechercher de la donnée nécessaire, sur, les données donc et globalement le stockage, le peu de stockage supplémentaire que ça nécessite, l'impact enfin le stockage est tellement peu cher que l'impact, en termes de coût et globalement plus intéressant parce qu'on paye un tout petit peu de stockage en plus, mais il est pas cher, mais on paye beaucoup de compute en moins, et c'est le compute qui coûte cher. Donc c'est très intéressant en fait
de globalement d'utiliser pour s'assurer de la performance, d'utiliser ce genre de modèle. Et donc, effectivement, je viens de en passant la slide, je viens de voir aussi, donc le modèle dénormalisé nous donne la possibilité de très facilement implémenter des stratégies de clusterisation également, selon les filtres qu'on utilise dans nos vis. Je reviens également sur les bonnes pratiques autour des relations et l'utilisation des relations. Très intéressant également. Ça nous permet, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, ça nous permet également de contourner facilement, passer, et de gagner en performance par rapport à des calculs, de type LED qui pourraient être quand même assez gourmands en ressources. On peut les contourner à travers des jointures, à travers des relations, pardon. Et les relations ont pour intérêt aussi de facilement gérer la différence de granularité dans nos tables, d'une, et de 2, nativement, elles vont fonctionner dans un mode d'élimination des jointures inutiles et exploitation que les données nécessaires pour la vie. Donc, ce qui se produisait un tout petit peu en cochant la case de intégrité référentielle, les relations travaillent nativement dans ce mode-là. Et ce qui est intéressant aussi, je vous encourage fortement à le faire, les relations ils ont des propriétés de performance, qu'on peut activer et exploiter de manière, intéressante pour encore gagner plus de performance. Donc un rapide exemple d'utilisation des fonctions Raw SQL qu'on peut le voir sur ma capture, il y a toute une palette de fonctions Raw SQL. Très intéressant à exploiter, ça permet de déléguer complètement à la base un certain calcul potentiellement un tout petit peu complexe ou dans l'exemple que je vous montre là, c'est d'utiliser une fonction qui est native dans Snowflake, c'est la proximate count distinct qui permet de ne pas donner le chiffre exact du comptage distinct, mais une approximation. Par contre, le résultat est retourné beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc c'est valable aussi pour les dates, c'est valable également sur les manipulations de chaînes de caractères, vraiment des choses très intéressantes à faire et prise en compte des paramètres également, il y a vraiment des choses, très intéressantes à faire, hem, à ce niveau-là pour déléguer à la base. Quelques éléments, à retenir aussi, à éviter, globalement quand on travaille avec, Tableau et Snowflake, c'est le blending. Typiquement quelque chose qu'il faut éviter, c'est le blending, plus particulièrement des blendings avec un niveau de détail très important, donc avec une granularité très forte. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si on est sur un ID d'article ou si on est sur un ID de dossier client, sur, des choses comme ça, c'est vraiment des choses très détaillées. Donc du coup, si on fait du blending sur du très détaillé, ça peut, donc, dégrader notre, performance puisque, il y a des tables temporaires qui devront être produits pour, permettre le lien, du blending. Donc privilégier plutôt de travailler sur la source de données, mettre préparer des tables, exploiter des relations. Souvent c'est fait tout simplement pour une histoire d'accès, mais qui se travaille. Donc du blending à bas niveau à éviter. Si vous faites un blending sur pays, région, de ce genre de choses, il y a pas de souci. Mais si vous travaillez sur des niveaux très bas, petit danger par rapport à ça. Des custom SQL et des vues, j'en parlais déjà en amont. C'est des blocs indivisibles, peu optimisables, qui alourdissent les requêtes, à éviter globalement et si possible éviter, les filtres à valeur pertinente uniquement et essayer plutôt de construire du narratif autour de ça. Hem, j'ai gardé cette slide aussi rapidement, pour débattre rapidement sur travailler plutôt en extrait ou plutôt en connexion live. Je vous encourage à travailler plutôt en connexion live pour bénéficier pleinement de la puissance, de Snowflake, de la scalabilité en fait de la solution que la solution peut vous apporter. Parce qu'effectivement on peut s'adapter donc selon les capacités les ressources de compute qu'on met à disposition. On peut vraiment s'adapter à notre use case et puis le dimensionner en fait la puissance selon notre use case.
Hem, En plus de ça, en bénéficiant de toutes les fonctionnalités, donc sans citer clustering ou search optimization, il y a énormément de choses qui sont que la solution peut nous apporter au-delà de la scalabilité, qu'on peut exploiter. Le cache également, sur Snowflake, il y a 3 niveaux de cache qui permettront de ne pas envoyer toutes les requêtes, de ne pas régénérer toutes les requêtes et le cache résultat dont j'en parle typiquement. Il faut vraiment, avoir un tout petit peu confiance en fait et laisser les solutions faire. Combiné avec Tableau qui, va également mettre du cache en place, va mutualiser des requêtes, va faire une multitude de requêtes en parallèle, va globalement, l'idée, c'est de laisser donc la possibilité aux 2 solutions de s'exprimer pleinement et de travailler ensemble hem, pour résoudre, travailler avec vos données, tout l'intérêt de rester en live. Hem A contrario, donc l'extrait peut avoir du sens si vous avez besoin de travailler un tout petit peu en offline, sur des volumes de données qui sont maîtrisés, puisqu'un extrait, même s'il n'y a pas de limite, physiquement, donc un extrait n'a pas pour vocation d'héberger l'intégralité de votre data warehouse. Assez rapidement, si vous avez des extraits volumineux, vous êtes, rapidement impacté en termes de perf, sur les performances de votre serveur également. Donc, heu, réserver ces usages-là à des choses dont vous n'avez pas besoin de réfléchir les données souvent, sur des choses avec des volumétries maîtrisées, si je peux dire. Et globalement, privilégier plutôt, les connexions live. Avant de passer à la démo, tout de suite après, je fais juste une petite introduction sur le dataset. Donc, dataset, il prévient donc des exemples de Snowflake, dans les sample data de Snowflake. On va utiliser donc le schéma, SFD dans lequel, on a un certain volume de données. Ça parle de vente globalement, ça parle de vente avec des lignes de détail, avec des en-têtes, avec des clients, des fournisseurs. Hem, la table des line items, c'est donc du coup des lignes de vente. La plus grosse table, il y a 60 millions de lignes dedans. Juste cette, table-là, elle représente à peu près 1 giga 6, 1 giga 7. Hem Et là, si on dénormalise l'ensemble des tables pour les déposer à plat, hem, donc 11 gigas sur la slide, suite d'optimisation récente, en fait, en termes de compression chez Snowflake, là, tout de suite, c'est encore un peu moins, c'est même 9,6. Donc très intéressant. Donc c'est ce cette, donc il y a un peu de données dans le dataset, ça nous donne déjà une petite indication sur, ça nous permettra de voir un tout petit peu des temps, un peu parlants. Julia, est-ce que du coup, on a, des questions à ce moment-là ou pas encore? Eh ben, j'allais y venir, on n'a pas encore de questions, mais du coup, j'en profite, c'est le moment. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qui a été évoqué jusqu'à présent avant qu'on démarre peut-être la démonstration. Voilà, n'hésitez pas à la transmettre dans le chat. Et s'il n'y a pas de questions, Rado, c'est que tu as été très, très clair. Super, donc du coup, j'arrête cette présentation-là et du coup, je vais pas partager mon écran Mmh. pour commencer. Donc en effet, la démonstration. Pour la démonstration, je vais exploiter, globalement 2 ressources. Donc j'ai un classeur tableau dans lequel je vais montrer quelques exemples et en plus de cela, on va se référer également à, l'historique des requêtes qui est visible, côté Snowflake. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, donc là je suis connecté, j'observe les requêtes qui viennent avec le même utilisateur que je vais exploiter, côté tableau dans lequel on peut voir l'ensemble des requêtes qui passent. C'est dans l'onglet activités, historique des requêtes. On est en capacité de voir toutes les requêtes, qui passent et du coup de faire le parallèle entre ce qui se passe, côté, tableau et ce qui se passe côté, Snowflake. Dans mon classeur tableau, première chose qu'on va, exploiter, c'est le, une source de données, donc, une source de données qui est construite en Jointure. Je vous montre un tout petit peu comment c'est construit. Si je rentre dans la source, globalement, j'ai l'intégralité de mes tables qui sont, utilisées, avec des jointures inner.
Vraiment rien de bien compliqué à ce niveau-là et on va lancer une première requête. Donc je vous montre, la fonctionnalité. L'intégralité référentielle n'est pas encore activée à ce moment-là. Donc je vais changer les dates, je vais chercher, 92, je fais appliquer et on va chercher la requête, côté Snowflake, donc c'est celle-ci. Si je contrôle rapidement, on pourrait bien voir que c'est l'année 92 et la requête, un petit peu similaire dans ce que je vous montrais tout à l'heure, avec l'ensemble des tables qui sont, l'ensemble des tables qui sont, jointes. Donc je vous demande de retenir un tout petit peu ce temps de référence qui est 3 secondes 8. Vous le gardez dans un coin de votre tête, c'est que si, avec un modèle, j'ai l'intégralité de mes tables, donc encore une fois, pour rappel, donc la table la plus volumineuse qui pèse, un peu moins de 2 gigas, 60 millions de lignes dedans, on produit ce résultat sur, une sélection d'une année, une petite courbe de, les quantités vendues par mois sur cette année-là. Des choses extrêmement simples. Pour vous montrer, si je active la case, l'option, des intégrité référentielle et si je relance une requête, je prends une autre année, je fais appliquer, donc le fameux bouton appliquer dont je parlais un tout petit peu dans mes slides et ça me permet de revoir la requête, de ce que ça pourrait donner. Je pense que c'est assez parlant, directement sur les temps de référence, donc je suis à 3 secondes 8, je passe à 1 seconde. 1. On voit bien que du coup les jointures n'est faite plus que sur 2 tables, donc du coup les line items qui est le détail et les ordres. L'année est bien la bonne, donc du coup, rien qu'en cocher une petite case au niveau de votre source de données, vous pouvez, globalement réduire votre temps d'exécution des requêtes pour le coup à presque par 4. Très intéressant en termes de, à garder en tête. On va regarder le modèle en relation, très rapidement pour vous expliquer, le fait que ça fonctionne, hem, comment ça fonctionne et que ça fonctionne globalement très bien. Je vous montre un tout petit peu comment c'est construit. C'est globalement les mêmes idées, sauf que cette fois-ci, on n'est pas en jointure, on est en relation. Je vous encourage à regarder ce modèle-là, comment il fonctionne et notamment à s'intéresser également à petit onglet qu'on a tendance très souvent à oublier, qui se trouve là, donc les options de performance. Qui permettront d'aller encore plus loin. Donc nativement, cette fonctionnalité est très permissive et très intéressante à exploiter. Mais si vous maîtrisez votre modèle, et si vous savez comment vos tables sont liées, je vous encourage très fortement à s'intéresser à ces petites options-là, qui vous permettront de gagner encore, hem davantage de performance. Si vous avez besoin d'explications ou d'aide, c'est aussi, notre métier d'être en capacité de vous aider là-dessus. Je fais juste une petite démonstration de comment ça fonctionne, le modèle en relation du coup, donc là je suis connecté à ce modèle-là. Je sélectionne, une année en particulier. Je vous lance, donc ma requête que je vais venir chercher encore une fois dans mon historique. Heu Tac, 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 donc c'est pas ça. C'est alors du coup, c'est cette requête-là qui va nous intéresser. Donc on je retrouve ici, c'est bien l'année que j'ai sélectionnée. C'est bien, l'année que j'ai sélectionnée, que uniquement les tables qui nous intéressent, donc line item et l'entête qui sont exploitées. Il y a des sous-requêtes à cause donc la définition des relations sans les aspects de performance. C'est pour ça qu'on y a un bloc de sous-requêtes. Donc là, du coup, on est en 1 seconde 8, donc par rapport à mon temps de référence de tout à l'heure 3,8, enfin, on est quand même globalement, on divise par 2, globalement, les temps de réponse à ce niveau-là et donc là, on n'a pas, l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il est également permissif, si l'intégralité référentielle n'est pas complète ou il n'y a pas du matching complète dans notre, modèle.
À la différence des jointures, potentiellement, ce modèle-là le supporte sans plus de difficulté. Et si on optimise encore les relations, on peut aller encore plus vite et encore au-delà. Je viens donc du coup sur le modèle dénormalisé où je vous disais c'est quand même intéressant de tendre vers ça, de produire des modèles spécifiques en fait à notre usage, de dénormaliser, faire l'effort supplémentaire de après, l'étoile, de produire du dénormalisé. Heu, je change, l'année, j'applique, je lance la requête. Quelque chose que j'ai peut-être oublié de préciser, je le précise maintenant, c'est que là, sur l'intégralité de mes sources, en fait, heu, j'ai forcé une petite option qui est du SQL, le SQL initial. Alors juste En attendant, Rado, il y a une petite question de oui. Gilles qui nous demande: vous confirmez qu'il faille privilégier la connexion directe? Y a-t-il des outils dans Tableau pour alerter sur les rapports ou requêtes qui seraient optimisés car consomme trop de crédits Snowflake, dans Snowflake ou dans Tableau? Alors du coup, sur les métadonnées, pour répondre rapidement, sur les métadonnées Snowflake, effectivement, on a l'intégralité des requêtes qui sont tracées. On sait très bien identifier le temps qu'une requête a pris. On sait très bien aussi sur quel warehouse elle a tourné et on est en capacité, en exploitant les métadonnées mis à disposition de Snowflake, de monitorer, des requêtes qui seront très gourmandes ou des requêtes en fait qui, envoyaient beaucoup de données en ce qu'on appelle du spill, disk, c'est-à-dire que, voilà, typiquement les produits cartésiens ou ce genre de choses, on est en capacité de le monitorer, c'est plutôt côté Snowflake que ça se passe. On est en capacité de monitorer des requêtes, qui prennent beaucoup trop longtemps. Et l'historique des requêtes vous montre un parfait exemple de comment je sais voir chaque requête, le temps qu'elle prend et si on élabore un tout petit peu plus autour de ça, on peut construire des visualisations ou des dashboards qui vont, mettre en exergue des requêtes qui durent trop longtemps. Hem et qui coûtent trop cher si on est en capacité aussi également de mettre en adéquation avec le warehouse sur lequel ça a tourné. Donc du coup, je vais exécuter juste cette requête-là, je vais la chercher, c'est cette requête-là. Donc du coup, sur la source, dénormalisée, ce que je retrouve ici, c'est la table dénormalisée qui est utilisée. C'est bien l'année que j'ai sélectionnée dans ma visualisation qui est utilisée. Et j'ai une temps de réponse en fait, extrêmement intéressant. Donc là, du coup, je reviens sur mon 1 seconde 1, le plus faible que je peux, obtenir jusque-là. Hem, pourquoi ça se passe, globalement, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on bénéficie pleinement du stockage en fait, Snowflake par rapport aux données. On bénéficie pleinement de des micropartitions, de la métadonnée que les micropartitions Snowflake vont ajouter. Sur la micro-partition pour aller plus vite et comme c'est un stockage qui est compressé et colonal, donc du coup, on arrive vraiment à exploiter, ces modèles, dénormalisés et faire des agrégats dessus très, très, très rapidement. Donc du coup, on est sur des temps de référence, très intéressants. Par contre, le modèle dénormalisé, comme je disais, il faut le produire, il faut le maintenir. Donc je m'arrête un tout petit peu là, ça vous a donné un tout petit peu un aperçu, de comment comment la construction du modèle dans, la base de données déjà dans un premier temps avec le dénormalisé, avec les tables et les relations, comment la construction, et la mise à disposition de la data côté base peut jouer sur notre performance. Au-delà de ça, il y a la construction du modèle dans Tableau qui peut aussi jouer, en notre faveur ou en notre défaveur. Donc on a intérêt d'exploiter vraiment, les différentes pistes et chercher la solution optimale, pour notre use case et travailler notre donnée pour la mettre à disposition. Pour appuyer un tout petit peu encore ça, cet aspect de travailler notre donnée pour réaliser des visualisations, je vais parler rapidement
calculer le dé et comment, de calculer le dé et de comment on peut, utiliser les relations dans notre profit, précalculer des choses et éventuellement éliminer des calculs de LED, parce que les calculs de LED sont quand même un tout petit peu, énergivores en termes de calcul. Hem, donc dans cette démonstration-là on va s'analyser un calcul qui est de part de marché. Une part de marché qui est la part du marché d'un pays en particulier, donc dans sa région. Donc là, on prend la région, Amérique et les pays en fait, d'Amérique, quelle est leur contribution dans les quantités vendues. Donc là, on voit que le Brésil, il est à 20 15, les États-Unis à 20 10. Donc là, globalement, ça me donne la part du marché. Comment une part de marché est construite globalement? Si je prends le calcul, donc je suis que sur la source dénormalisée qu'on a déjà vu qu'il est assez, performante, donc c'est tout simplement un ratio entre la quantité vendue pour un pays en particulier, ramenée au total de sa région. Tout ça, tout ça sur les différentes années. Donc pour calculer ça, facilement, on sait le faire, de manière très facilement avec tableau, donc en utilisant un calcul de LED. Que je vais vous montrer, c'est le total à région, donc fonctionnalité très pratique, très intéressante. Donc on fait un fixe par année et par région, on calcule, donc la somme des quantités vendues, ce qui nous donne notre total. Donc on a la capacité assez facile à mettre en place, quand on maîtrise les LED, mais les LED sont quand même, hem, demandent de ressources pour être calculés, puisque le calcul, il va être, précalculé en amont, globalement, pour produire notre résultat. Donc là, du coup, je vais juste, partir en Afrique, par exemple, je vais faire appliquer, je vais chercher mes requêtes qui correspondent à ça, au niveau de mon historique de requêtes, encore une fois, comme à nos habitudes. Donc ça, c'était la dernière requête que j'avais avant. Donc là, je réfléchis. Pour le coup, j'ai 2 requêtes. Là où ça devient intéressant, c'est que pour le j'ai besoin de 2 requêtes. Une première requête que globalement, on va me précalculer. Ça c'est ouais, ça c'est plutôt la deuxième qui va exploiter donc le précalcul qu'on retrouve ici dans cette histoire de temp calcul, ça c'est le calcul de total, grosso modo, qui est précalculé. Dans la requête qui prend, 3 secondes encore à côté, c'est le précalcul, hem, du total. Donc du coup, j'ai ce temps de référence. On va prendre ces temps de référence, pour ce calcul-là. Une autre approche qu'on pourrait aborder, donc là, ce serait ça la chose plus intéressante globalement, c'est si on prend une approche dans laquelle on prépare le total dans la base de données et qu'on exploite la notion de relation. Donc là, j'ai le calcul de total précalculé. Si je fais un petit update à ce niveau-là, si je fais un petit update à ce niveau-là, on voit qu'on a précalculé donc le total par la région, et par année. J'ai une petite table, je mets en relation. Donc ça, c'est un mode, qu'on pourrait utiliser pour éliminer le LED justement et le calculer différemment. Donc là, je fais le même exercice, heu, je pars en Afrique encore une fois, je fais apply, donc le calcul a été réexécuté. Et comme vous pouvez le voir, donc là, du coup, je suis quand même de manière beaucoup plus performant quand je fais ça, parce que j'exploite, directement une jointure vers ma table de total, qui me donne le calcul et le ratio qui est directement, fait dans ma requête, supérieure. J'ai gagné donc en éliminant le LED, donc ça, c'est sur une requête, mais on a gagné quand même à peu près une vingtaine de pourcents en termes d'exécution. Des approches encore une fois, donc du coup, il y a des approches à adopter, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres approches intéressantes, à implémenter, mais ça donne un exemple de pourquoi on a intérêt de travailler notre source de données et de faire le maximum de réflexion comment je structure ma data et comment j'exploite ça avec l'outil de Viz pour
vraiment chercher la perf, jusqu'au bout, là, on peut la trouver. Ça, c'est juste un Bah, nous, on a exemple qui une on a une autre petite question, toujours sur la partie surveillance des requêtes. Est-ce qu'il faut avoir l'option data management de Tableau? non, je disais, en fait, la surveillance des requêtes, c'est plutôt donc ça se fera plutôt côté, Snowflake et plutôt sur les métadonnées, de Snowflake. Globalement, on est basé sur, l'historique des requêtes, et la durée des requêtes et le warehouse sur lequel ça c'est plutôt côté Snowflake que ça se passe et donc il n'y a pas besoin heu, du plugin, enfin de management, Tableau. Pour les requêtes en live, encore une fois, les requêtes, sur Snowflake. Hem, je vais m'orienter un tout petit peu vers une fin de la démo. Je vous fais juste une petite, un petit aperçu, d'une autre idée où je vous disais, en fait, les 2 solutions, marchent ensemble, très bien. Et donc la mutualisation de requêtes. Donc là, j'ai une première vue qui s'intéresse aux quantités, encore une fois, sur les différentes régions. J'ai une deuxième vue qui s'intéresse, en fait, au chiffre d'affaires. Et un petit dashboard, il est pas joli, je vous l'accorde, c'était pas le but. Hem, C'était de montrer que si je change ici une année, je prends, 94, globalement, ce que je vais retrouver côté, historique des requêtes, c'est je vais avoir cette requête-là, unique, donc en 94, qui me fait l'agrégation des 2 KPI qui m'intéressaient. Donc j'ai à la fois le CA, j'ai à la fois la quantité. Donc c'est la fameuse mutualisation des requêtes dont je parlais, un tout petit peu au début. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Il faut s'assurer globalement qu'on exploite exactement les mêmes filtres sur les 2 visualisations, qu'on laisse le pilotage, par le dashboard et ceci permet d'avoir en fait une requête mutualisée. Donc si vous avez donc là je vous montre avec deux visualisations, mais vous pouvez très bien avoir 5 exploiter pleinement, donc c'est cette filtrage unique au niveau du dashboard hem bénéficier de cette mutualisation et gagner énormément en performance. Voilà, des exemples, des petits exemples comme ça, j'en ai encore tout plein. Malheureusement, il va falloir s'arrêter là pour aujourd'hui. Des petits exemples intéressants comme ça, j'en ai encore, tout plein. C'est aussi l'intérêt un tout petit peu de la formation qu'on propose, c'est d'aller un tout petit peu plus, dans des exemples, chercher de vous faire faire par vous-même. Quand on fait des formations sur ces sujets-là, voilà, on prend un tout petit peu le temps d'aller un tout petit peu plus loin, d'étayer d'autres exemples et de vous faire faire. Donc si vous avez besoin de se former un tout petit peu sur ces sujets-là, on peut vous accompagner et on peut également vous accompagner sur vos sujets du quotidien, pour travailler avec vous sur vos sujets de dashboarding, pour vous accompagner à aller chercher cette performance, optimale et avec ça, je vais m'arrêter un tout petit peu là pour laisser quand même la place aux questions. Eh bah, ça tombe bien parce qu'on en a eu une de Gilles qui demande dans un mode self-delegated avec des créateurs dans des BU une recommandation quant à l'animation de cette communauté. Comment cela pourrait impacter l'organisation de l'administration? Cadeau question. Ouais, donc du coup, je relis, effectivement, hem, donc effectivement, ça c'est très intéressant en termes de communauté, si en fait, si on montre en fait à la communauté, si on arrive à leur, montrer et de les sensibiliser en fait à ces sujets-là. Si, bah, voilà, si vous utilisez cette option-là, si vous prenez cette action-là, si vous minimisez l'utilisation de vos filtres, si vous faites ceci, cela au niveau des sources de données, ça permet de les sensibiliser, de leur montrer, de manière assez pratico-pratique de pourquoi il faut, mettre en place les bonnes pratiques, des petites actions à éviter qui sont des petits pièges à éviter. Donc, c'est quand même intéressant de les sensibiliser, de montrer, pour dynamiser la communauté. Si ça répond à la première question.
Comment ça impacte l'administration? En fait, ça pourrait impacter l'administration dans le sens où, hem plutôt bonne nouvelle, c'est que, Snowflake nous permet à dimensionner les ressources de compute comme on l'entend, donc éventuellement envisager de faire des espaces de travail un peu mode bac à sable sur, des données, spécifiques avec des calculs, notamment quand on est en mode test, on est en capacité d'isoler un tout petit peu des ressources compute qui sont dédiées à ça, sur des environnements un tout petit peu bac à sable, déjà de travailler dans ce mode-là, première chose. 2e chose, on a les ressources moniteurs, donc du coup des ressources groupes aussi qui viennent, qui vont se greffer à ça pour éventuellement avoir de la visibilité sur, et le contrôle sur finalement, les ressources qui vont être consommées. Les ressources moniteurs vont te permettre de se faire notifier, de limiter des certains usages, hein, c'est une chose. Les groupes de ressources vont nous permettre également de regrouper la base avec son contenu, le compute qui va bien avec et tout ça, faire des ensembles. Pour tester encore plus loin, si vous voulez, mettre des tags, ça vous permet même de, mmh de assez facilement, dimensionner ça et de flaguer, de mettre des tags et analyser ça par BU. Donc il y a des plein de fonctionnalités qu'on peut exploiter. Donc oui, enfin, hem, ça pourrait demander donc un impact administration, pour construire ça. La bonne nouvelle, c'est que globalement, on arrive à le faire assez facilement parce que les outils nous le permettent. Bah, ça répond à votre question, Julien. Merci Rado. N'hésitez pas, hein, poser toutes vos questions, c'est le moment. Heu, voilà, vous avez à disposition Rado, Et pas que, toute l'équipe Actine. bien sûr, mais là sur le webinaire du coup, tu es à disposition pour répondre aux questions. Voilà, Parfait. n'hésitez pas. Il reste encore 2 petites minutes, tant que vous réfléchissez à vos questions. Mais en tout cas, Gilles a ouvert la marche, donc merci beaucoup Gilles pour toutes les questions. Je pour laisser la possibilité que les questions arrivent, je vais quand même, hem, je vais quand même récapituler un tout petit peu ce qu'il faut retenir, globalement dans cette démarche-là. C'est qu'effectivement les 2 outils, que ce soit Tableau, que ce soit Snowflake, mettent à disposition pour nous un certain nombre de fonctionnalités et qu'il ne faut pas hésiter en fait à exploiter dans les 2 sens en combinaison. Donc le travail sur un dashboard et une source de données très performante, c'est aussi un travail très souvent conjoint entre la partie, propriétaire de la donnée, partie warehousing plus côté, vraiment préparation de la donnée et un travail conjoint, avec aussi la partie métier, la partie vise. Et dans l'animation de la communauté, effectivement, comme le mentionnait Lille, il y a un intérêt un tout petit peu à construire, et ça c'est un sujet qui permet de le faire, de construire des ponts entre les 2 mondes, qui sont très intéressants et de collaborer et exploiter le maximum des 2 solutions. Je n'ai pas beaucoup parlé, mais les 2 solutions ont des notions de cache et des solutions de cache extrêmement performante. Là, pour la démo, j'ai altéré exprès les caches pour être en capacité de lancer les requêtes et vous les montrer. Mais autrement, la moitié des choses que j'ai fait aujourd'hui ne seront même pas parties en requête vers Snowflake à cause des 2 niveaux de cache, que ce soit Tableau, que ce soit Snowflake. Donc il y a peut-être encore des questions? Il y a une question effectivement. Quelle est la différence entre Tableau et Snowflake? Alors, du coup, je pense que la question est à la fois très simple et heu, globalement, je vais y répondre, on verra si ça correspond. Hem, ils vont Sur Snowflake, on va être plutôt sur la partie, data, et tous les services qui tournent autour, mais on est sur la plateforme qui va héberger la data. Donc je fais exprès de ne pas dire base de données parce que ce n'est pas ça va beaucoup plus loin que ça, mais donc Snowflake, ça va être la plateforme qui va, héberger les données pour nous et Tableau qui va permettre d'analyser les données,
et de réaliser des visualisations, percutantes et performantes par rapport à ces données-là, passer en fait, dans un mode, lecture simple, exploitation de la donnée, plus-value de la donnée, côté vis. Donc Tableau va apporter cette, plus-value de visualisation et présentation simple et engagée sur de la prise de décision derrière. Merci Rado pour cette réponse. C'est votre dernière chance de poser la dernière question. Donc n'hésitez pas. Il reste encore quelques petites minutes. Secondes. Mais du coup, je pense qu'on peut clôturer là. Donc voilà ce qui conclut notre live sur Tableau et Snowflake. Merci Gilles. En tout cas, nous espérons que cette session a répondu à toutes vos attentes. Sachez que dans tous les cas, si vous avez des questions, un intérêt pour nos services autour des usages de Tableau et Snowflake, comme l'a bien rappelé Radoslav, il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Donc, soit au travers de notre site internet actinevision.com, soit directement auprès de vos contacts chez Actinevision, ou tout simplement nous contacter sur LinkedIn. On se fera naturellement un plaisir de vous répondre et de vous apporter tous les éléments. Donc, merci en tout cas à toi, Radoslav, pour cette belle présentation. Et je vois que dans les commentaires, en tout cas suivant la conversation, ils te remercient aussi. Donc, voilà, merci à toi. Et puis, bien sûr, merci à tous pour votre présence et votre participation aujourd'hui. J'espère vous retrouver à un autre webinaire ou un autre live. Et on vous dit du coup à très vite. Bonne journée à M tous et puis bon appétit. Merci également pour ma part, pour, l'occasion de présenter ce webinaire sur un sujet très intéressant avec 2 technologies de pointe, qui fonctionnent merveilleusement bien ensemble. Merci à vous. Très bonne journée à vous tous.